Bonjour, je vais faire une troisième capsule autour du roman Eldorado, en quittant un peu le roman à proprement parler, parce en vous disant que le roman, tu sais, il nous montre à quel point la migration est quelque chose de vraiment difficile, de radical pour les personnages, mais il y a aussi plusieurs écrivains qui ont vécu ça et qui l'ont écrit. Donc, je voudrais vous faire un portrait là, de ce courant littéraire-là qui recoupe beaucoup ce qu'on a pu voir dans le roman. La première chose à savoir, quand on parle d'écriture migrante, c'est qu'on n'a pas besoin de soi-même être un migrant pour faire de l'écriture migrante. Si on prend l'exemple de Laurent Gaudé, l'auteur d'Eldorado, comme je disais, lui, c'est un Parisien, mais ça l'a pas empêché d'écrire un roman qui aborde ces sujets-là et qui pourrait être considéré comme prenant les thèmes et les caractéristiques de l'écriture migrante. Donc on pourrait l'associer à l'écriture migrante. Par exemple aussi, Ionesco, qui lui est un Roumain d'origine, ben, c'est l'auteur de Rhinocéros, là. Dans ses œuvres, en général, il n'y a pas vraiment question du fait qu'il y a eu à migrer des thèmes caractéristiques qu'on va voir là, de l'écriture migrante. Donc les thèmes, il y a souvent des éléments autobiographiques, ça confère une sorte d'authenticité à l'écriture. Euh, là encore, Laurent Gaudé, il n'y a pas ça. C'est pas sa vie à lui. Donc là-dessus, il est pas vraiment dans ce qu'on on peut comprendre comme étant l'écriture migrante. Mais vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs autres thèmes qui s'y recoupent. Il y a l'idée du déplacement aussi, qui va transparaître. Là, dans Eldorado, ça marche. On pense à deux trajectoires différentes. Une qui va vers l'Afrique, l'autre qui va aller vers l'Europe. C'est ça. Souvent aussi l'idée de la perte, d'avoir à quitter sa famille comme ça laisse cette impression qu'on a perdu quelque chose, perdre la culture de son pays aussi quand on arrive dans le nouveau pays. Ça transparaît beaucoup dans l'écriture migrante. Un rapport à l'identité aussi qui devient complexe, comme on a vu avec la quête identitaire dans l'autre capsule, quête identitaire de Pirachi et de Soleiman. Euh, qui revient souvent dans l'écriture migrante aussi. Questionnement face aux frontières, à l'espace, à la mobilité en général dans le monde, euh, qui viennent nous dire que tout est relatif finalement. J'ai le goût de vous lire un extrait d'Eldorado au chapitre 4. À un moment donné, il dit ça, Suleiman. Il dit: Je me suis trompé. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. On voit hein, l'idée de la perte. Et qu'il n'y ait ni fil barbelé, ni poste frontière, ni change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toutes. Donc, ça recoupe beaucoup toutes les caractéristiques de l'écriture migrante. Ça va. Dernier élément, mais non le moindre, euh, l'esthétique postmoderne hein, qu'on peut associer à l'écriture migrante, parce que le postmodernisme étant une fragmentation des codes culturels et une espèce de patchwork de, de, de ces codes-là pour faire quelque chose de nouveau, ben c'est un peu la même chose avec les migrants, au sens où ils arrivent avec leur culture, ils prennent la culture du pays d'accueil, mais ils font quelque chose qui en soit original et nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hybridité culturelle, de fragmentation, de perte de repères traditionnels. Bon, inévitablement, c'est ça qui arrive quand quelque chose de nouveau arrive. C'est plus les repères qu'on avait. Mais il y a aussi, quand je parle de désillusion puis repli sur soi, c'est parce que c'est un autre pan du postmodernisme, c'est la perte de l'optimisme face au progrès, donc puis le repli sur soi, un plus grand individualisme. Hein? Chaque écrivain migrant est un peu tout seul dans son coin à créer son style qui lui est propre,
puis à, à, à s'exprimer en tant qu'individu, hein, les éléments autobiographiques plus haut, l'authenticité, c'est très important. Donc, il n'y a pas vraiment de groupe d'écrivains en soi. C'est plus du chacun pour soi. Sinon, l'écriture migrante, on l'associe souvent beaucoup au Québec parce que elle a une reconnaissance particulièrement forte, surtout si on la compare à la France, par exemple, qui va vraiment faire une distinction entre l'art littérature nationale, française, faite par des Français de souche, comme je disais, puis celle venue d'outre-mer, du reste de la francophonie. Tandis qu'au Québec, on va vraiment plus avoir tendance à intégrer cette littérature qui provient de partout dans la francophonie au corpus de la littérature québécoise. Ici, on voit là, Denis Laferrière et Kim Thuy, qui sont pas des Québécois de souche, mais qui ont écrit au Québec beaucoup, la majeure partie de leur œuvre et qui sont vraiment intégrés à la littérature québécoise. Il y a plusieurs raisons qui nous permettent de dire qu'il y a une réelle reconnaissance. Premièrement, parce que c'est vraiment au Québec qu'on a désigné l'écriture migrante comme étant un courant littéraire légitime et riche et digne d'attention. Euh, Plein d'études universitaires qui ont consacré leur thèse à ça. Donc, surtout depuis les années 80, là, tandis qu'en France, ça arrive un peu plus tard, cette reconnaissance-là. Aussi, la question identitaire, hein, est particulièrement importante au Québec, étant donné qu'on est une société distincte par rapport au reste de l'Amérique du Nord, finalement. On a toujours eu plein d'intellectuels qui ont réfléchi à la question qu'est-ce qu'être un Québécois. Hein. Il y en a qui disent qu'est-ce qu'être un Québécois, c'est se poser la question qu'est-ce qu'être un Québécois, dans le sens que on prend jamais pour acquis qui on est, donc on est peut-être plus facilement enclin à écouter des voix exotiques, nous ajouter au débat et ajouter à notre identité en tant que peuple finalement. Sinon, ben c'est ça, il y a aussi l'ouverture au multiculturalisme, hein, ça c'est plus une politique canadienne, mais ça fait en sorte qu'il y a une immigration qui a été soutenue depuis longtemps, particulièrement depuis les années 60-70. Il y a eu beaucoup d'immigrants de toutes nationalités confondues qui sont venus au Canada. Donc ça a créé vraiment une hétérogénéité culturelle très très intéressante. Ici, pour illustrer un peu qu'est-ce que peut être un livre de littérature migrante, mais en même temps qui recoupe les questions d'identité, le livre de Dany Laferrière, Je suis un écrivain japonais, qui est un peu une boutade, une blague pour un peu rire de toutes ces questions d'identité-là, dans le sens que comme un Haïtien habitant au Québec peut affirmer être un écrivain japonais. Donc c'est un peu la prémisse du livre, puis comment il défait toutes les catégories identitaires qu'on tente près d'y accoler, comment il essaie de les éviter, puis de, finalement de se trouver lui-même là-dedans, puis de s'affirmer en tant qu'écrivain mondial, plus que uniquement, mettons, québécois ou haïtien. Il dit non, non, moi je suis un écrivain japonais, parce que j'ai décidé de l'être. Fait que c'est ça, peut-être un mot de la fin là, pour résumer tout ce que je voulais que vous compreniez sur l'écriture migrante. En fait, de lire ça, de lire les auteurs qui se penchent sur ces questions-là, de la migration, et aussi de l'exil, et du départ, et de l'arrivée dans la culture, et de qu'est-ce que j'ai pu perdre comme apport culturel et que je vous redonne dans votre culture à vous. Ça fait en sorte qu'on est plus en mesure d'accueillir l'autre, accueillir les nouveaux venus, sans exiger d'eux autres qui se fondent dans notre identité nationale, mais au contraire qui l'enrichissent. Hein, puis que comme ça on puisse avoir d'autres
d'autres codes culturels, d'autres façons d'envisager la vie. Puis bref, c'est ça. Tout le monde en sort gagnant. Donc, vive l'écriture migrante. On en veut plus. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle fin de session. Bye!